Nous allons parler de la littérature Agama, l'art de gouverner de Kag Sanoussi que nous recevons ce jour. Bonjour, vous allez bien? Bonjour, je vais bien par la grâce et j'espère pareillement pour vous. Je vais bien également. Le monde littéraire togolais s'agrandit avec la naissance d'un nouvel ouvrage. Il s'agit de l'essai Agama, l'art de gouverner, de l'auteur que vous voyez sur le plateau. Il est franco-togolais, il s'appelle Kag Sanoussi. C'est un plaisir de le recevoir sur ce plateau. Vous êtes parti de l'art du caméléon et vous proposez une approche didactique à vos lecteurs. Oui, tout à fait. Nous sommes partis de l'enseignement du caméléon. Et comme vous savez, c'est un animal un peu mystérieux, mystique parfois, et qui a plusieurs qualités. Et en observant sa manière de vivre, sa manière de faire, et en faisant un peu recours au mode de management et de gouvernement, nous avons vu qu'il y a des similitudes. Et nous avons travaillé pour extraire l'essentiel de ce que son enseignement peut nous donner en faisant une conjugaison de la sagesse humaine et de la sagesse animale pour nous rendre encore plus performants dans nos systèmes de management ou de gouvernement. Alors justement, dans l'ouvrage, qu'est-ce qu'on peut retenir? On peut retenir des choses simples que gouverner, c'est manager. Nous disons que Agama est la serrure pour le gouvernant et la clé pour le manager. Et nous pensons que dans ce livre, on trouve l'essentiel en comprenant dans un premier temps que gouverner, c'est d'abord gouverner soi-même. Manager, c'est d'abord se manager soi-même. Parce que bien souvent, quand nous entendons le mot gouvernance ou management, nous pensons à l'autre. Nous pensons aux grandes instances, aux États, et ainsi de suite, aux organisations internationales. C'est vrai, mais ce n'est pas que ça. La gouvernance commence du niveau individuel. Je gouverne ma propre vie. Je gouverne ma famille. Je gouverne mon association. Je gouverne mon entreprise. Je gouverne une collectivité. Je gouverne un État. Donc cela veut dire que ce que nous voulons mettre sur la table, c'est une invitation au partage et au dialogue. Parce que nous n'avons pas la vocation d'apprendre à qui que ce soit la manière de gouverner. Mais nous avons la prétention de mettre sur la table des outils qui peuvent nous aider à réfléchir et à nous enrichir mutuellement. Parce que nous avons compris que de toutes les façons, le bon manager, le bon gouverneur, c'est celui qui se révèle sur le terrain. Ce n'est pas dans un livre, ni en sortant de l'école. C'est bien d'écrire un livre, c'est bien d'aller à l'école pour apprendre des choses, mais c'est sur le terrain qu'on se révèle. Et Agama peut aider donc celui qui est déjà sur le terrain à pouvoir prendre de la distance sur certaines manières de pratiquer, celui qui n'est pas encore sur le terrain à pouvoir s'enrichir pour se préparer et être demain sur le terrain. Alors, votre livre s'adresse notamment à tout le monde, on comprend, mais vous avez des cibles précises sans doute. L'Afrique, le Togo. Non, je pense que je parle du Togo, je parle de l'Afrique parce que je vais puiser principalement dans la richesse culturelle africaine et togolaise en particulier, mais aussi française. Parce qu'il y a des outils que j'ai pris là pour montrer qu'au fait, d'abord, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et les richesses dont nous disposons sont incommensurables dans le mode de gouvernance, dans le mode de management. Et que beaucoup de grands auteurs sont venus chercher en Afrique. Ils ont rebaptisé un certain nombre d'outils. Nous avons amorcé une démarche depuis quelques années qui est le fait de mettre en pratique la pensée endogène stratégique africaine pour concevoir des concepts et des paradigmes qui sont moulés dans la sève nourricière des cultures africaines. Ainsi, nous parlons mieux. C'est comme un conte, ça parle à notre subconscient. Et donc, ce que pour moi est important, c'est de se dire que je parle de l'Afrique au monde entier. Et je n'ai pas la prétention vraiment, comme je dis, de donner des leçons, mais je pense que comme l'Afrique est le berceau de l'univers et de l'humanité, ce qu'on fait en Afrique concerne le monde entier et le caméléon est dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures et sur tout le continent, je dirais mondial. Vous l'aviez dit tout à l'heure, vous proposez des outils pour pouvoir bien gouverner. Tout à fait. Lesquels? Alors nous avons, puisque on a fait le clin d'œil à deux de nos langues nationales, l'évé et le kabien, mais aussi on a fait quelques excursions dans certaines langues africaines comme le sango qui est la langue nationale de la République centrafricaine. Et donc nous avons des outils comme Djanta, l'outil Djanta qui veut dire le lion en évé, qui veut dire aussi 25 francs en thème ou en kotokoli. Mais c'est la partie Djanta en tant que lion que nous avons choisi pour travailler sur un outil que nous appelons l'outil pour le leadership charismatique. Avec un principe qui est simple. L'outil Djanta nous apprend que le leader charismatique fait ce qu'il faut faire et non ce qu'il doit faire. Et il y a une nuance fondamentale entre faire ce qu'il faut faire et ce qu'on doit faire. Car le leader qui fait ce qu'il faut faire a la vision. Il prend des décisions parfois que dans l'immédiat, on ne peut pas comprendre. Parce que dans l'immédiat, beaucoup sont dans ce qu'il doit faire.
parce que ça répond à sujet, verbe, complément, action, réaction. Mais quand vous êtes dans la peau d'un leader charismatique, vous devez avoir la vision, et c'est ce que nous enseigne Agama. Le premier enseignement, c'est la vision. Et quand on a la vision, on fait forcément ce qu'il faut faire, quitte à ne pas être compris dans les médias, quitte à être, je dirais, parfois critiqué, mais il faut toujours servir l'intérêt général. Et quand on fait ce qu'il faut faire, c'est forcément l'intérêt général qu'on doit viser et qu'on vise. Avant de revenir au livre, on va s'intéresser un peu à Agama, caméléon. Pourquoi ce choix? Alors, le choix du caméléon s'est imposé parce que, comme je disais, nous cherchons dans les cultures africaines et nous regardons dans la sagesse animale. Vous savez que le grand penseur savant africain Amadou Hampâté-Bâ est l'un des premiers à avoir écrit sur le caméléon et sur la sagesse du caméléon. Nous avons vu la capacité de résilience du caméléon, la capacité d'adaptation du caméléon, qui n'est pas de l'hypocrisie. Le caméléon apprend à s'adapter dans toutes les circonstances. Il est noyé dans la masse. Il est des fois invisible alors qu'il est visible. Et c'est un enseignement capital pour toute personne qui gouverne, qui manage. Parce que l'adaptation, c'est la qualité des grands. Cela montre à travers Agama que celui qui est grand se baisse pour saluer celui qui est plus petit. Je donne souvent l'exemple en disant que quand vous faites 2,50 m par exemple, et que vous voulez serrer la main à quelqu'un qui fait 50 cm, il est évident que c'est vous qui allez vous baisser pour lui serrer la main. Et en vous baissant, vous faites toujours 2,50 m. Ainsi, un chef qui se met au niveau est toujours chef. Et les autres qui sont autour savent qu'il est chef, même s'il se met à leur niveau. C'est une qualité indispensable pour gouverner et gouverner durablement. Donc Agama nous apprend cela. Il a aussi dans Agama l'humilité. Vous savez, on dit l'humilité précède la grandeur. Et que dans la manière de gouverner, de manager, l'humilité est une qualité intrinsèque chevillée au corps. Ce n'est pas le moi. Dans l'humilité, j'apprends que je suis le premier, donc je suis le premier serviteur. Être premier serviteur, c'est fort. Cela veut dire que, cela ne veut pas dire que je suis là, tout le monde doit me servir. Non, tout le monde me sert ou tout le monde est à mon service, mais je sers tout le monde. Je mets l'intérêt supérieur au-dessus de tout. Et ça, c'est le manteau des leaders charismatiques. Et Agama nous apprend cela. Et pour écrire ce livre, nous avons aussi observé les grands leaders du monde, les grands leaders de nos pays, des organisations. Il y a des expériences que nous avons qui nous ont amenés à regarder effectivement que le vrai leader, il est toujours au service d'eux. Il dort tard, il se lève tôt. C'est lui qui est le dernier à partir. Il est en même temps le dépotoir, celui que tout le monde peut critiquer. Mais il accepte quand même de travailler, même avec ceux qui le critiquent. Ça, c'est la poursuite d'Agama, s'adapter et ne pas perdre son objectif. C'est un des enseignements. Le caméléon ne se détourne jamais de son objectif. Et nous apprenons à travers cet outil que pour aller d'un point A à un point Y, on peut faire d'abord A, on va aller à Z et revenir à Y. Ce n'est pas perdre son temps, c'est s'adapter. On prend du temps. On prend le temps. Et chaque étape qu'on traverse est un enseignement important qu'il faut capitaliser. Voilà les éléments qui nous ont conduits à apprendre vraiment Agama. Composé de 7 chapitres, l'œuvre de 170 pages se révèle aussi comme un guide pour tout aspirant à un poste opposition managériale. Alors, guide pour pouvoir espérer ou bien postuler avoir une position managériale, en quoi faisant précisément? Quels sont les détours dans cet ouvrage qui nous le prouvent à suffisance? Ce qui est important, c'est de se dire que nous sommes constamment à l'école d'Agama et qu'on est continuellement apprentis. Quelle que soit la journée, quel que soit le niveau que nous sommes, nous n'avons jamais un savoir, et je dirais suffisant. Nous apprenons toujours. Faire Agama, c'est cela. Quand on voit dans le Ligama, puisqu'il s'agit d'un conte initiatique avec des outils didactiques, à la fin, on voit que le prince Koutiba, qui est devenu roi, apprend toujours de son oncle de la vie. Et donc, ce qu'on retient, c'est que pour être prêt à gouverner demain, pour être prêt à être performant dans son gouvernement, dans son management, il faut toujours apprendre. Et apprendre, c'est la qualité des grandes personnes. Parce qu'on ne sait jamais tout. Vous savez, Blaise Pascal disait, dans un de ses ouvrages qui s'appelle « Les pensées », il disait que puisque l'homme ne peut être universel et savoir tout de tout, il est bien plus beau de savoir peu de tout que tout d'une seule chose. Et ça, le leader qui comprend cela, sait toujours peu de tout. Il n'est pas obligé de savoir tout d'une chose. C'est pourquoi il a des équipes qui sont compétentes, très compétentes dans tel domaine. Et en cela, il continue à se performer. Et aussi, Agama nous apprend à ne pas être esclave d'une seule personne.
Voilà pourquoi il faut diversifier le savoir pour ne pas boire à une seule source en termes de savoir. Alors, vous l'aviez dit tout à l'heure, la gouvernance commence par soi-même. Cela veut dire que pour pouvoir gouverner une société, il faut d'abord prendre soin de soi. C'est très important. Parce que souvent, on dit pour se coucher, il faut d'abord s'asseoir. Si vous n'êtes pas couché, assis, vous ne pouvez pas vous asseoir. Si vous n'avez pas appris à vous gouverner vous-même, à regarder vos manières, à gérer vos conflits intrapersonnels, vous allez toujours créer des conflits interpersonnels. Pour gouverner demain, il faut se gouverner soi-même. Pour comprendre la gouvernance dans laquelle on se trouve, il faut connaître sa propre gouvernance, sa relation avec soi-même, sa relation avec autrui. Donc, au fait, c'est vraiment un dialogue, une forme d'introspection pour commencer, pour pouvoir aller plus loin. C'est aussi prendre soin des petites choses et pour aller vers des grandes choses. Donc, Agama est une leçon d'humilité pour nous tous, quelle que soit la position dans laquelle nous sommes. Et si nous sommes attentifs à ce que la nature nous apprend, à ce que Agama nous apprend, d'abord, nous apprenons à notre développement individuel, personnel. Et quand nous sommes consolidés à notre intérieur, notre musculature est bien forte, nous sommes prêts à aller vers d'autres challenges et à être efficaces, performants dans ce que nous entreprenons. Alors, pour pouvoir aller à la gouvernance de soi-même, on peut rencontrer sans doute des obstacles. Si on rencontre justement ces obstacles, comment les transcender? Il y a des outils. D'abord, nous avons, je ne peux pas dire des prédispositions, mais aujourd'hui, vous savez, les difficultés que nous rencontrons, nous les appelons des épreuves ou des conflits. Vous et moi, avant que la nuit ne tombe, nous aurons tous géré au minimum 10 conflits. Nous avons fait des études qui nous montrent que chacun gère au moins 10 conflits. Donc, chaque jour, chacun fait face à au minimum 10 épreuves. Et nous les surmontons comment? Par rapport à l'éducation que nous avons eue. Dans nos familles, on nous a appris, par exemple, quand un adulte te parle, des fois, il faut savoir répondre, même quand tu n'es pas content. Dans nos traditions, on nous apprend qu'on ne déshabille pas un chef en public. On ne déshabille pas un adulte en public. Et donc, c'est déjà un enseignement pour gérer des épreuves. Et ensuite, ce qu'on fait pour gérer les épreuves, c'est qu'il faut se former. Quand nous formons sur les questions de gestion de conflits, de management, de négociation, ce n'est pas parce qu'il y a un savoir qui est caché quelque part. C'est parce que quand on s'invite à ce temps de partage, ça nous permet de consolider les acquis que nous avons de manière empirique. Parce que si on ne le fait pas, on continue à gérer toutes nos épreuves de manière empirique. Parfois, on a la chance de bien les gérer. Et des fois, quand on est dans la complexité, parce que de plus en plus les situations sont complexes, nous sommes démunis parce que nous n'avons pas de ressort, nous n'avons pas de technicité. Vous êtes journaliste aujourd'hui. Il y a des gens, par exemple, qui parlent bien. Mais si vous lui donnez un micro, peut-être qu'en l'espace de 2-3 minutes, la personne va bien parler. Mais le journaliste, c'est un métier. Vous avez appris. Vous vous perfectionnez tous les jours. Et donc, cela veut dire que celui qui n'a pas appris, même s'il parle bien, il a le verbe, je ne peux pas faire votre boulot, par exemple, parce que je ne suis pas journaliste, je ne suis pas formé pour. Et donc, si je le fais, je le ferai mal. Voilà les épreuves dans la vie, donc il faut apprendre constamment. Apprendre, ce n'est pas forcément s'asseoir sur un banc pour écouter, c'est comprendre la vie, être au quotidien, lire des ouvrages, discuter avec des personnes, mais aussi participer à des formations que nous ou d'autres organisons pour faire en sorte que les gens puissent actualiser ce qu'ils savent et apprendre de nouvelles choses grâce à l'expérience conjuguée et partagée des autres personnes. Vous avez insisté également sur la gouvernance de nos familles. Elle est on ne peut plus importante. Elle est importante parce que vous imaginez, vous allez au travail, si dans votre famille ça ne va pas, ça se ressent au travail. Ça se ressent immanquablement. Si avec votre épouse ça ne va pas, avec vos enfants ça ne va pas, vous arrivez au travail, vous n'êtes pas performant, vous êtes soucieux. Et donc, gérer, gouverner sa famille, c'est le premier niveau. C'est-à-dire quand on dit famille, ce n'est pas forcément femme, enfant, époux, ainsi de suite. C'est le premier noyau. Certains ne sont pas mariés, certains n'ont pas des enfants, mais ils ont une famille. Et c'est le cercle amical. Il faut apprendre à gouverner. Ça veut dire quoi? S'organiser. Ça veut dire quoi? Planifier. Ça veut dire quoi? Anticiper. Ça veut dire quoi? Gérer les conflits. Ça veut dire quoi? Savoir communiquer. Donc, gouverner sa vie, c'est des rudiments, de petites choses qu'il faut mettre en ordre et surtout viser la performance et l'efficacité continue. Alors, l'enseignement du caméléon, vous l'aviez dit, c'est à travers les 5 grands axes. Ce sont les axes que vous avez cités tout à l'heure? Oui, tout à fait. Mais le caméléon permet la conjugaison de plusieurs choses. Quand nous prenons l'humilité, nous ajustons beaucoup de choses. Vous me parlez par exemple des outils Kbanze ou Nanoa, qui veut dire 5 en langue kabye et aussi en kotokoli. Mais ce titre, par exemple, on l'appelle également le pentagone parce qu'il a 5 figures. Ça nous donne des outils pour gérer différents profils de personnes que nous rencontrons dans une organisation donnée.
Vous avez dans l'ouvrage ce qu'on appelle les inconditionnels. C'est des gens qui sont toujours d'accord avec vous, mais il faut savoir les gérer. Vous avez les cérébraux, les gens qui peuvent être d'accord avec vous parce que l'argument que vous avancez a du sens pour eux. Mais 10 minutes plus tard, si vous avancez d'autres arguments qui ne sont pas dans leur logique, ces personnes peuvent s'opposer à vous. Et généralement, on crée des conflits inutiles avec ces personnes parce que ce ne sont pas des personnes qu'on peut séduire au niveau affectif, mais au niveau argumentaire, au niveau de la logique, de la démonstration. Et dans toutes les équipes, dans tous les partis, dans toutes les familles, vous avez des personnes comme ça. Si vous ne savez pas les gérer, vous allez créer des conflits inutiles. Une personne comme ça, vous venez avec argument, conviction, et non avec la séduction. Donc, Agama nous donne beaucoup de choses, et autour de ces choses, c'est comme un terrain de football, et qui est Agama. Et sur ce terrain, nous venons poser un certain nombre de piquets qui nous permettent d'approfondir certains outils, et comme je le disais, le Janta ou l'outil Ava. L'outil Ava, vous savez, donc en Ewe ou en Mina, Ava veut dire deux choses. Ava, dans un premier temps, ça veut dire l'appareil reproductif masculin. Oui. Publicité, donc ça donne quoi? Le plaisir, ça donne de l'amour, c'est la paix, c'est l'harmonie. Mais de l'autre côté, ça veut dire encore, en effet, la guerre. Donc la même appellation veut dire paix et guerre. Donc nous avons travaillé cet outil pour apprendre à gérer ce que nous appelons les co-divergences, c'est-à-dire les convergences et les divergences. Et Ava nous apprend, dans toute la stratégie qu'on a mis en place, que quand tout va bien, parce que je suis instruit Ava, je suis formé Ava, je me dis que tout peut aller mal demain. Je ne suis pas un oiseau de mauvaise augure, mais cela m'amène à mettre en place des outils d'anticipation pour dire que si jamais telle situation arrive, comment je vais agir et non réagir. Ce sont les planifications en termes de prévention de risques, de conflits que nous mettons en place. Et quand tout va mal, j'ai espoir que tout ira mieux. Cela veut dire que je me mets dans la peau de trouver des solutions à toute situation qui ne va pas bien. Et quand je suis formé à l'outil Ava, je suis aux aguets. Je m'attends à toute situation et je ne prends pas une situation comme étant éternelle. Même la vie que nous avons n'est pas éternelle, à plus forte raison les situations dans lesquelles nous sommes. Et ça, c'est la sagesse d'Agama qui nous permet de mettre en exercice cet outil avant que nous avons également mis en place. Alors, à travers la maestria de Agama, vous avez su faire sortir, si on peut le dire, un verbe agamater. Comment il évolue? Agamater, cela veut dire être un praticien de la sagesse du caméléon. C'est déjà dans le dictionnaire français. C'est comment l'évolution? Non, l'évolution en cours, ce n'est pas encore dans le dictionnaire français, mais c'est ça aussi la richesse donc, de la langue. Parce que nous avons deux langues nationales, mais nous avons une langue officielle due à l'histoire. Et aujourd'hui, nous parlons en français. Et que le verbe agamater s'est imposé tout seul. Parce que tout le travail que nous avons fait sur Agama et sur tous les outils, comment il faut rentrer dans le processus d'agamater. Aujourd'hui, il faut que nous apprenions à agamater tous. Donc, que j'agamate, que vous agamatez, c'est important. Ça nous donne des éléments. D'une part, pour améliorer ce que nous faisons, et d'autre part, pour acquérir de nouveaux outils pour une gouvernance ou un management, je dirais, performant et performante. Donc, c'est ça le verbe agamater que nous allons promouvoir, nous mettons en place. Et bientôt, j'espère que ce sera dans le dictionnaire français, parce que ça va s'imposer tout seul. En tout cas, c'est ce que nous espérons. Mais au-delà du mot agamater ou du verbe agamater, c'est dans la pratique que nous voulons que ça puisse nous aider individuellement et collectivement. Et ce qui est intéressant pour nous avec la sortie de cet ouvrage, c'est que depuis qu'il est sorti, nous avons beaucoup de contributions des compatriotes togolais, mais aussi d'autres pays d'Afrique qui nous envoient des écrits sur la sagesse du caméléon. Et déjà, ça nous donne de la matière pour un tome suivant sur Agama pour que les gens puissent encore s'édifier. Alors, je vais commencer par le conjuguer. Déjà, au présent de l'indicatif, j'agamat, tu agamates, il ou elle agamate, nous agamatons, vous agamatez, ils ou elles agamentent. Alors, est-ce que cela va venir aussi au plus que parfait, au subjonctif, au futur, bref, aux autres temps? Oui, bien sûr, nous sommes rigoureux dans le travail que nous faisons parce que quand nous lançons quelque chose comme ça, c'est jamais au hasard. Donc, il y a tout un travail que nous avons fait par rapport à ça. C'est un enrichissement que nous apportons à la langue en partant des cultures africaines. Donc, tous ces temps-là sont déclinés donc, dans le verbe agamater, puisqu'en plus, c'est un verbe du premier groupe, donc c'est un peu plus facile à faire. Hein. Si ça avait été un verbe du troisième groupe, ce serait peut-être un peu compliqué dans le travail, mais là, les équipes ont travaillé et que nous avons tous les éléments autour de ça. Alors, le livre a été présenté au public, c'était le mercredi à l'auditorium de l'Université de Lomé. Quelle a été l'ambiance autour de l'événement? Il faut dire que nous sommes
heureux de l'accueil des frères et sœurs du Togo et de la diaspora aussi, de l'accueil qui est réservé parce que d'une part, ça parle à notre subconscient, à notre intellect, et je dois remercier l'ensemble des acteurs présents, en premier le compatriote Kofi Toulabo qui a préfacé cet ouvrage et qui a œuvré à ce qu'on puisse venir au Togo. On a choisi de le faire au pays, le lancement d'Agama, et la ministre Anaté qui nous a beaucoup soutenu, le président de l'université, le ministre Kokoroko, donc qui nous ont mis l'auditorium à disposition, et toutes les mains qui sont venues pour nous apporter de la contribution. Et je dois vraiment remercier les critiques littéraires, le professeur Kochorou, et donc qui ont fait un travail formidable avec l'ensemble des doctorants. Ils ont pris le livre, ils l'ont disséqué chapitre par chapitre pour apporter une substance, pour édifier l'auditoire. Et donc nous sommes satisfaits de l'accueil et on sait que quand votre maison vous bénit, vous êtes bénis et nous sommes bénis et par l'ensemble de nos frères et sœurs, et c'est une satisfaction et un remerciement que nous ne saurons jamais exprimer. Allez, on voit la richesse d'ailleurs de l'ouvrage et on sait qu'il sera très riche, mais est-ce que vous pensez que cela va pouvoir percer le public dans la mesure où aujourd'hui on sait que les réseaux sociaux, surtout l'informatique, j'allais dire, a pris le pas? Oui, je pense que nous avons espoir et que nous utilisons tous les outils à nos dispositions. Nous sommes également très présents sur les réseaux sociaux. Nous avons un dépôt à Lomé aujourd'hui qui va rayonner sur l'ensemble de l'Afrique. Au moment où je vous parle, nous avons des commandes qui viennent d'Afrique du Sud, qui viennent de Centrafrique, qui viennent du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire. Tout est géré à partir de Lomé. Et donc nous avons espoir. Les réseaux sociaux permettent de connaître l'ouvrage. Vous savez qu'il est en rupture de stock sur Amazon depuis quelques jours, donc l'éditeur est tout content, nous aussi, et donc je pense que ça va aller. Et nous avons espoir donc de le mettre davantage auprès des compatriotes et nous reviendrons. Et au Togo, c'était vu avec les professeurs à l'université de Lomé et de Kara. Nous reviendrons pour avoir des séminaires. Parce que l'un des enjeux dans cet ouvrage Agama, c'est le fait que nous associons l'art de gouverner et l'art de manager. Donc il y a eu un débat scientifique qu'on a eu sur les politiques de gestion et les politiques publiques. Donc on aura à discuter parce qu'on a osé faire donc cette conjugaison entre gouverner et manager. Et on l'a fait, on l'assume complètement, mais on a un temps de débat qui viendra avec les universitaires au Togo. Si vous le permettez, je vais donc présenter le livre. C'est ça, votre livre, Agama, l'art de gouverner, de Kag Sanoussi. Alors, c'est présenté au public et à tous ceux qui sont accrochés à New World Info. Un livre très riche. Alors, nous sommes presque au terme de notre entretien. Vous avez sans doute d'autres choses à nous apporter. Je pense que, on s'apporte tous mutuellement. Ce que nous disons, c'est qu'à chaque fois quand nous avons l'occasion d'échanger, nous repartons tous en étant un peu plus intelligents que nous l'étions en arrivant, parce que j'apprends de vous, vous apprenez de moi, et nous avons intégré le fait que le savoir ne vient pas d'une seule chose. On l'a démontré dans Gama, où le prince héritier, son oncle l'a obligé à assister, en tout cas l'a invité à assister à une veillée de contes et légendes, où nous avons invité dans l'ouvrage d'autres experts, afin de diversifier le savoir. Donc voilà, nous apprenons tout le temps et en ayant écrit Agama, nous continuons à apprendre. Nous rencontrons les anciens qui nous donnent des détails, des anecdotes. Et c'est ça qui me fait plaisir parce que nous avons pris dans nos terroirs, nous n'avons rien fait d'extraordinaire. Et par rapport à ça, nous avons juste à poser des choses et les mettre à la disposition des uns des autres pour davantage nous enrichir et les enrichir aussi. Voilà ce que je peux dire en plus. Et pour finir que Agama, c'est une invitation dans ce que nous disons habituellement à l'addition et à la multiplication. Parce qu'au-delà de toute chose, moi je suis un acteur de paix qui fait la promotion de dialogue, de la négociationnelle et donc de la médiation. Et Agama nous invite à cela. Si nous sommes capables de travailler dans nos divergences, gérer nos co-divergences et viser l'intérêt général, nous faisons de l'addition et de la multiplication. Et en faisant de l'addition et de la multiplication, cela veut dire que nous mettons au frigo la division et la soustraction. Justement, vous plantez la transition. Vous êtes concepteur de la théorie relative à l'intelligence négociationnelle. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Ça veut dire quoi en français facile? L'intelligence négociationnelle, c'est un concept effectivement que nous avons créé environ 3 ou 4 ans, je crois. Nous avons constaté que d'abord, nous avons plusieurs formes d'intelligence. Il y a des gens qui ont la facilité de parler.
des gens qui ont la facilité donc d'écrire, des gens qui ont la facilité d'organiser l'espace, une intelligence visuelle. Donc on a plusieurs intelligences. Et on a observé que chacun agit comme il peut agir. L'intelligence négociationnelle, nous l'avons définie comme étant la capacité à mobiliser tout ou partie des intelligences qui nous sont utiles. Et quand on travaille, nous avons tout un processus pour définir si vous êtes bon en intelligence linguistique, cela veut dire que vous avez le verbe ou l'écrit. Donc quand vous allez par exemple négocier, c'est ce que vous mettez en avant. Celui qui a l'intelligence du réseau, pour venir négocier, il sait qu'il ne sait pas parler, il sait qu'il ne sait pas écrire, il utilise le réseau. Et donc, l'intelligence négociationnelle nous amène à être efficace dans les négociations stratégiques et les négociations complexes parce que nous arrivons à définir en quoi nous sommes performants. L'intelligence spatiale, par exemple, il y a des gens qui sont très doués. Vous allez chez eux, avec très peu de choses, vous allez penser qu'ils ont des millions, alors qu'ils n'ont que très peu. Donc voilà la base de l'intelligence négociationnelle et nous avons fait beaucoup d'outils autour desquels on peut devenir performant dans l'approche négociationnelle et dans la négociation, surtout dans les questions de conflit et de médiation, pour qu'on puisse faire en sorte qu'on puisse créer des compromis utiles à toutes les parties. Et nous avons compris que les résultats qu'on obtient grâce à la négociationnelle sont des résultats durables. Ça a été un réel plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. Kag Sanoussi, vous êtes le président de l'Institut international de gestion des conflits. Avec vous, on a parlé de la littérature et surtout de votre livre Agama, l'art de gouverner. Le voici. Merci infini à vous. Merci. Allez, on marque la petite pause pour le journal et derrière, on reçoit nos invités pour votre émission préférée, Regard croisé.